Ici Nicolas Karabatic. Ici Thierry Omeya. Ici Daniel Narcisse. Alors ici Jérôme Fernandez. Bienvenue sur la radio Talk and Sport. Bonsoir à tous, chers auditeurs. Ravi de vous retrouver pour 1h30 de handball en votre compagnie et en compagnie de nos spécialistes. Un programme chargé ce soir. On va parler de la LNH. Mercredi, jouer la 7e journée du championnat. On reviendra sur le match Handé, forcément, Tremblay-Aix en Provence, mais aussi sur l'ensemble des autres rencontres, notamment à Paris-Célestin qui a débouché sur une victoire nette et sans contexte de Paris pour parler de ce match, mais aussi de la Coupe de la Ligue. Le Parisien, Ibrahim Adio sera avec nous dans quelques instants. On reviendra sur cette Coupe de la Ligue et du Final Four qui va se jouer à Toulouse. Qui de Dunkerque, Nantes, Célestat ou Chambéry décrochera le premier titre de la saison? Faites vos jeux. La réponse tout à l'heure. Sébastien Mangin viendra nous faire un point précis sur la Pro D2. On recevra Bastien Sismondo, le demi-centriste, actuellement blessé. On prendra de ses nouvelles, de ses ambitions collectives et individuelles. Ça sera dans les alentours de 21h. Et comme chaque lundi, je suis toujours heureux d'être accompagné de ma fine équipe. Benoît Perabou est là. Bonsoir Benoît. Bonsoir à toutes et à tous. Plaisir d'être avec vous ce soir. Également Stan Aguilar qu'on peut retrouver le mercredi dans Liberté pour les auditeurs. Bonsoir Stan. Bonsoir à tous et à toutes. Et je finis par Mikaël Ilès. Salut Mika. Salut tout le monde. Alors, forcément, messieurs, avant d'accueillir Ibrahim Adio, on va tout de suite parler du match qui nous intéressait sur RTS. Ça m'a même fait sujet d'un article sur le Parisien pour pas le citer. Et le match qu'on attendait tous s'est soldé par une belle victoire tremblaysienne au détriment de Mikaël. Franchement, on a tout tenté pour qu'Aix l'emporte. On a même invité un Aixois. Forcément, ça n'a pas marché, Mika. Non, il va croire qu'il fallait un peu plus que de la superstition pour réussir à aller gagner à Tremblay. On s'en doutait, on le savait, mais on avait quand même dans un petit coin de la tête envie de rebondir après cette grosse déconvenue à Nantes et pouvoir enfin commencer à engranger quelques points, surtout que Créteil fait des bons résultats, que toutes les équipes commencent à gagner quelques matchs. Donc on voit les équipes au-dessus de nous commencer à s'échapper un peu et il serait grand temps pour nous de prendre des points. Donc forcément déçu de ce déplacement. Alors on sait Mika que tu t'es blessé pendant ce match-là. Est-ce que tu peux nous donner des nouvelles de ton état de santé? Écoute, ça va un peu mieux. Je boitille toujours un peu, mais bon là on a quand même une semaine où on n'a pas de match ce week-end, donc je vais pouvoir me concentrer essentiellement sur des soins, aller au kiné tous les jours et faire un peu de musculation. Donc j'espère pouvoir être rétabli pour la réception de Billière qui sera un match crucial. Alors Benoît, vous enchaînez une deuxième victoire consécutive face à Aix. Justement, c'était mercredi. Il me semble que tu as eu un peu plus de temps de jeu, non Benoît? Oui, entre pas beaucoup et un petit peu, ouais, mais c'est pas trop l'important en ce moment. Juste voilà pour dire que on a fait ce qu'il fallait. Aix a encore été très accrocheur. Ils nous ont posé pas mal de problèmes, surtout en première mi-temps. Et après, un peu à l'image de ce qu'ils font actuellement, ils ont un peu plus de mal à être réguliers pendant une heure et la fin de match est souvent délicate pour eux. Et ça s'est encore confirmé contre nous sur la fin du match où on a réussi à creuser l'écart et à enchaîner cette deuxième victoire. Alors, tout le monde veut savoir, Mika et Ben, est-ce que vous avez été boire une bière après le match? Bien sûr, surtout quand on gagne, c'est toujours plus facile. C'est Benoît qui est venu nous narguer à l'hôtel, boire des bières dans le hall de notre hôtel. Moi, j'étais un peu fatigué, j'avais mal partout et surtout au cerveau, donc j'ai pas traîné. Alors, justement, Mika, prochain match est contre Billière. C'est un match qui vaut de l'or, ça, pour Aix. C'est un rendez-vous à pas manquer. C'est déjà un match crucial, c'est-à-dire que ça nous servira pas à grand-chose de le gagner, mais si on le perd, on peut d'ores et déjà dire au revoir à tout objectif, entre guillemets. Donc c'est un match qu'on ne doit pas douter. On ne doit pas douter de nous, on ne doit pas douter du fait qu'on va le gagner, mais si on veut le gagner, il faut forcément avoir un peu le doute qu'on peut aussi le perdre. C'est un peu compliqué ce que je dis, mais
c'est à peu près ça. C'est-à-dire que on doit être sûr de le gagner, mais si on veut être sûr de le gagner, faut aussi penser qu'on peut le perdre parce que c'est une belle équipe, cette équipe de Billière, et qu'ils sont capables de tout. Ouais, surtout que Billière, j'imagine aussi qu'il compte sur ce match-là pour prendre des points. Donc ça va être un match assez important pour Billière Aix-en-Provence. est dans la même situation que nous, on n'a qu'un point de plus qu'eux, donc d'autant plus pour eux, venir prendre des points à Aix-en-Provence, ce serait bien dans leur course au maintien. Ouais, effectivement. Et quant à Tremblay, Benoît, donc une trêve internationale. D'ailleurs, Benoît, Mika va passer son temps entre le kiné et la muscu. Et toi, pendant cette trêve alors? Eh bien, nous, on a un programme très copieux, puisque notre entraîneur nous a dit qu'il fallait qu'on recharge les accus et soigner les blessures, mais en fait, on a 2 entraînements par jour avec pratiquement du physique tous les jours. On n'est pas souvent dans la salle au niveau du handball, mais ce matin, on a été faire une séance de piste dehors. Demain, on a une grosse séance de muscu. Jeudi, c'est pareil, on va faire de la course. Donc, un programme assez copieux par rapport à la période. Et donc, on aura le week-end de libre pour se reposer, mais pas pour se reposer de la fatigue déjà bien présente. Tremblay-Cesson, le prochain match, ça va être un match aussi pour continuer une bonne série pour Tremblay. Oui, c'est ça, nous réussit rarement chez eux. Chez nous, on a réussi à l'emporter plusieurs fois, mais chez eux, ça a toujours été compliqué. Ils ont fait de bons résultats avant leur déconvenue à Toulouse mercredi dernier. Mais c'est une équipe redoutable avec une très belle assise défensive et un très bon recrutement avec un très très grand gardien derrière qui est en pleine forme. Donc à nous de profiter d'un peu de confiance qu'on a pu accumuler sur ces 2 derniers matchs pour la mettre à profit et essayer de faire un résultat à Cesson. Alors, deux équipes sont encore invaincues dans ce championnat LNH. Paris Saint-Germain, on en reparlera tout à l'heure avec Ibrahima Dio qui devrait pas tarder à nous rejoindre. Et puis il y a Dunkerque. Dunkerque a fait match nul face à Montpellier. C'était un peu l'affiche de cette 7e journée. Première question, Mika, est-ce que Dunkerque c'est un point de gagné ou un point de perdu? Je dirais un point de perdu au vu du match qu'ils ont fait après ce week-end en Coupe de la Ligue où ils s'imposent assez largement. Je pense qu'ils avaient les armes nécessaires et ils ont manqué un peu de maîtrise. C'est Costantini notamment qui le disait, où en cette fin de match, ils ont le match en main, ils sont à +4 ou +5 et ils se font remonter par une équipe de Montpellier qui malgré toutes ses qualités et les joueurs de talent qu'elle a, reste une équipe très rajeunie et moins expérimentée que cette équipe de Dunkerque. Donc au final, même si en début de saison, ils auraient plutôt parié sur une défaite à Montpellier, ça reste malgré tout un résultat un peu négatif à mon avis. Et est-ce qu'on peut dire, Benoît, par contre, pour que Montpellier, c'est un bon point hein, face à Dunkerque quand même, qui est une excellente équipe de ce championnat. Montpellier diminué, on le sait pourquoi, on va pas y revenir. Mais c'est un bon point quand même pour Montpellier qui était dominé dans ce match-là. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai que sur la globalité du match, je pense que Dunkerque avait largement les armes pour l'emporter, tant au niveau de la quantité que de la qualité de l'effectif. Mais on sait qu'à Montpellier, c'est toujours délicat d'aller s'imposer. Et il y a encore plus de cœur, encore plus d'envie. Et le public qui soutient son équipe pendant 1 heure. Et voilà, il y a quand même eu ce sursaut d'orgueil de la part de toute cette équipe qui a permis à Montpellier de prendre ce match nul, qui est quand même malgré tout sur la continuité de leurs résultats en championnat et qui est important pour le fait de pouvoir encore exister et de toujours se mêler à la lutte, au moins pour la Ligue des Champions et cette 2e place. Peut-être pas pour le titre dans l'immédiat, mais au moins pour essayer de batailler pour cette 2e place. Dunkerque, Paris Saint-Germain, la prochaine journée dans le week-end du 10 novembre. Là, ça va être vraiment un match. Bah, Dunkerque peut tout simplement revenir à la hauteur de Paris, ou Paris creuser l'écart. Un match vraiment attendu. Si vous deviez donner votre avis sur l'issue de cette rencontre, Mika. Ben, malheureusement pour Dunkerque, Paris vient de faire son premier faux pas de la saison
qui plus est en coupe. Je pense que ça devait leur tenir à cœur parce que c'était une de leurs possibilités pour gagner un titre cette saison. Donc je pense qu'ils vont être remontés, ils vont avoir 2 semaines pour préparer ce match et ils risquent d'être vraiment en forme et vraiment revanchards vis-à-vis de leur défaite face à Nantes. Après, c'est à Dunkerque ou c'est à Paris? C'est à Dunkerque. Dunkerque, quoi. C'est à Dunkerque, donc à Dunkerque chez eux, ça reste solide. Ils n'ont pas perdu cette saison non plus, donc je pense que ça va être un très joli match, à pas rater. Si Paris l'emporte, Benoît, est-ce que c'est fini pour la victoire finale? Je pense que là, s'ils vont gagner à Dunkerque, c'est sûr, ce sera compliqué d'aller les chercher. Maintenant, il y a cette trêve internationale aussi, il ne faut pas l'oublier. Et il y a de nombreux joueurs qui vont partir en sélection. Que ce soit, et je pense que Paris est quand même, va être bien dégarni pendant cette période avec tous les internationaux qui risquent de partir, tant français qu'étrangers. Ouais. Et ça peut peut-être avoir son incidence sur ce match-là. Après, je ne sais pas exactement qui part du côté de Dunkerque. Je ne sais pas si tous les étrangers sont internationaux. Mais à vérifier pour voir un petit peu si chaque équipe perd autant de force vive et peut-être un peu moins de temps pour travailler. Mais c'est vrai que cette période internationale est souvent bénéfique pour les clubs qui n'ont pas d'internationaux justement et qui peuvent en profiter pour bien se reposer, comme Chambéry, où il va y avoir pas mal de joueurs au repos. Ou bien travailler comme comme nous par exemple, et les clubs où les internationaux sont en grand nombre, c'est un peu plus compliqué pour eux, et du coup sur un match qui va arriver vite derrière, peut-être avec des surprises, donc peut-être aussi la fraîcheur mentale et physique sera un aspect important sur ce match. Sachant que Lucas Ballot et Samuel Roubien ne joueront pas avec l'équipe de France, donc ils seront frais. Sur le chat, Flory vote pour une belle victoire de Dunkerque, et Flo vote pour un match nul, même si une victoire de Dunkerque redonnerait un souffle au championnat. Donc voilà pour allez, on va dire Ça y est, le championnat est joué alors déjà. Pour les auditeurs, le championnat est joué apparemment. Bah justement la question, hein, est-ce que le championnat est joué, chers auditeurs? Répondez sur le chat. Il y a une autre équipe aussi, Chambéry qui a laissé quand même un point important face à Créteil, 29 partout, c'était mal engagé. Chambéry arrive à arracher comme ça le match nul, mais voilà, on a l'impression que Chambéry s'essouffle un peu, Mika, non? Ouais, effectivement, ouais, ça devient compliqué pour eux. On a vu une interview un peu mystère de Bertrand Gilles où il dit qu'il en a un peu ras-le-bol, où il a du mal à trouver la motivation. Après, c'est pas étonnant, comme je l'avais dit, les mecs qui reviennent des JO, ils ont beaucoup donné pour les Jeux, ils ont atteint cet objectif, ils ont tout gagné. C'est dur de se remotiver tout de suite sans partir en vacances, sans rien, pour repartir pour le championnat. Après, il y a Nyokas qui se blesse encore, ça doit amener de l'incertitude. Panic qui est certes un jeune joueur, mais qui n'est pas forcément au niveau où il l'attendait. Donc, ils sont un peu comme Montpellier pour d'autres raisons, un peu en dessous de ce qu'ils auraient espéré être. Et c'est sûr que les défaites à répétition en Ligue des Champions doivent faire du mal un peu aux esprits et aux organismes. Et puis, il ne faut pas oublier qu'ils font partie des équipes qui jouent tous les 3 jours. Et que ça doit être très difficile quand on sait que nous, en jouant tous les week-ends, on accumule un peu de fatigue et on a besoin de se reposer. J'ose à peine imaginer avec les déplacements à Moscou, dans le froid, dans la galère. Donc, c'est normal un peu qu'ils commencent à laisser des plumes. Et ils n'ont pas autant de rotation que les autres équipes de haut de tableau. Donc, ils commencent à le payer un peu. Alors Benoît, Chambé peut vraiment tout perdre cette saison, c'est-à-dire même pas une place en Ligue des Champions. C'est sûr que la concurrence est rude. Et là, pour avoir discuté avec des Chambériens, ils avaient hâte de la trêve internationale parce qu'ils étaient vraiment très très fatigués. Et donc là, apparemment, ils ont une petite semaine de repos parce que ça devenait vraiment nécessaire pour cette équipe qui a, comme le disait Mika, enchaîné des matchs et des déplacements très longs et très difficiles.
Donc cette trêve est vraiment un moment décisif pour pouvoir se relancer et se ressourcer. Et c'est sûr que si ils accumulent encore des blessures comme ça pendant toutes ces saisons, ils peuvent vraiment se retrouver peut-être pas loin du podium, mais au moins pas dans les ni premiers ni deuxièmes, ce qui serait quand même une vraie contre-performance parce qu'avec les recrues des deux frères Gilles, ils avaient quand même des ambitions pour bien figurer tant en championnat qu'en Ligue des Champions. Donc là, ils sont complètement dépendants de Basic qui tient la maison chambérienne presque à bout de bras. Et, on a, voilà, on s'inquiète du moment où il sera peut-être un petit peu moins bien ou peut-être un peu blessé. Donc il faut vite qu'ils trouvent des solutions intermédiaires pour pouvoir permettre à Chambéry de repartir et reprendre sa marche en avant. 12 buts pour Edin Basic face à Créteil et encore ce week-end 10 buts donc face à Toulouse. Autant dire que Edin Basic fait un début de championnat exceptionnel. Et heureusement que Chambéry a un joueur de ce niveau-là, parce qu'autrement on pourrait s'inquiéter. Chambéry qui va avoir fort à faire quand même, qui reçoit Toulouse. Toulouse, la 8e journée. Toulouse disons, Toulouse sans Jérôme Fernandez arrive quand même à gagner face à Cesson, 29-26. Toulouse reste placé quand même, à portée de fusil, j'ai envie de dire, de Montpellier, à 2 petits points. Ils s'en sortent comme ils peuvent, les Toulousains, Mika, mais ça marche pour l'instant. Écoute, comme on l'avait dit, quand Jérôme s'est blessé, c'est vrai que quand il est là, c'est un peu la Jérôme dépendance. Ils ont peut-être tendance à se reposer un peu sur lui. Alors ça a sans doute décomplexé certains joueurs et donné des responsabilités à des joueurs qui se cachaient un peu, mais qui ont tout à fait les facultés d'assumer ces responsabilités. Donc c'est pas mal pour Toulouse. Maintenant, c'est sûr qu'ils ont besoin de Jérôme en tant que scoreur, que marqueur. Donc je pense qu'il va falloir qu'ils s'accrochent le temps qu'ils reviennent, mais ils font de ça de belle manière. Moi, je suis un peu surpris que Cesson n'ait pas réussi à s'imposer là-bas. Ouais. Et Pour y avoir joué en début de saison et avec les matchs que Cesson avait fait récemment, je pensais qu'ils auraient les armes pour aller battre Toulouse chez eux, mais c'était pas le cas. Donc félicitations à cette équipe de Toulouse. Alors, Justement, par rapport à Cesson, il y avait aussi le fait que certains joueurs étaient absents. Je pense que ça a dû jouer pas mal. Que ce soit Boultif, que ce soit un des frères Brief. Et Yann Gentil, qui était actuellement le meilleur gardien de LNH, a été un peu moins en verve que les autres matchs. Et du coup, voilà, l'accumulation de ces choses a rendu un peu la partie plus facile pour Toulouse. alors, C'est une équipe nouvelle, cette équipe de Cesson. Donc certes, elle fait des bons résultats, mais c'est sûr que ça va être dur pour elle d'être constante. côté, Ouais, il y avait pas mal de, apparemment, là, d'après la feuille de match, pas mal d'absents, contrairement à leur équipe habituelle. côté stats, du côté de Toulouse, Valentin Porte a fait un bon 7 sur 9. Et puis côté Cesson, Igor Anic, 8 sur 10. Igor Anic en forme internationale, j'ai envie de dire, Benoît. Bah oui, ça tombe bien. Il a été sélectionné quelques jours après, suite au désistement de Bertrand Gilles. Donc, il sort d'un bon match, alors que depuis le début de la saison, pardon, il partageait plus le temps qu'il le monopolisait avec Mathieu Lanfranchi. Donc, ça tombe à point nommé pour pouvoir intégrer cette équipe de France. Alors, il y a une autre équipe qui est un peu, on va dire, décevante dans le championnat. C'est Saint-Raphaël qui est 10e de ce championnat, qui a fait un match nul face à un peu la surprise. Ivry, 29 partout. Est-ce que Mika est un peu déçu des pertes de Saint-Raphaël en ce début de saison? Oh, dessus, non, je m'en fous en fait. Non, je rigole, mais Ça c'est dit. Non, Moi, mais j'avais misé sur eux. c'est sûr qu'ils avaient sans doute d'autres ambitions, mais avec l'arrivée de Paris, c'était sûr qu'ils allaient baisser un peu dans le classement. Maintenant, il y a beaucoup d'équipes qui se sont renforcées. Eux, ils ont plutôt misé sur la continuité. Pour l'instant, ça paye pas trop, mais
le championnat est long et on a vu l'année dernière que certaines équipes avaient fait des mauvais débuts de championnat et on a toujours la possibilité, quand le championnat est dense comme ça, de revenir avec une belle série. Je pense notamment à Dunkerque qui après 6 journées, était vraiment pas bien et a finalement fini cinquième. Donc je m'inquiète pas trop pour Saint-Raphaël. Je pense qu'ils sont dans une mauvaise passe, mais aller faire match nul à Ivry, c'est pas si mal finalement avec le début de saison que fait Ivry. Donc pourquoi pas, c'est le petit faux pas à la maison contre Cesson qui fait tâche un peu, mais sinon, j'ai confiance en cette équipe de Saint-Raph qui va sans doute relever la tête et gagner encore des matchs. C'est vrai, comme le dit Mika, Benoît, faire un match nul à Ivry, c'est pas si mal, hein. Non, non, on sait qu'Ivry est sur une très très belle dynamique avec voilà, un effectif réduit mais de qualité. Et donc, quand l'équipe est au complet, surtout à domicile, ça tourne à plein régime. J'étais agréablement surpris de la performance de Dominikovic, qui est quand même un joueur de grand talent, mais qui était plutôt cantonné à un rôle de défenseur ces derniers temps à Ivry. Et là, qui fait une très belle performance de 7 sur 7 au shoot. Donc, si même les défenseurs se mettent à scorer autant, donc là, pour Ivry, tout roule. Alors, on parle beaucoup d'équipes comme Paris, comme Dunkerque, comme Chambéry, voire Montpellier, mais on parle pas beaucoup de Nantes. Nantes qui, en plus d'avoir battu Paris pour la première fois de la saison, on y reviendra en Coupe de la Ligue, s'était imposé mercredi face à Billières 20-29 et Nantes pointe le bout de son nez à la 5e place. J'ai envie de dire, Benoît, c'est un peu dans la continuité de l'année dernière, Nantes, hein. Ouais, Nantes a fait un très bon recrutement là, avec les deux Espagnols, Entre Rayos et Makeda. Et voilà, même Johnson, leur Islandais, je crois. On sait très bien qu'ils ont une équipe voilà, de qualité et même si il manque encore de constance, voilà, ils vont toujours être dans ce haut de tableau et figurer de la meilleure des manières, parce que c'est un club ambitieux, qui est bien structuré et qui a toujours envie de montrer et de pouvoir passer un cap. Donc voilà, à l'image de leur Coupe de la Ligue. En plus, ils sont un entraîneur qui adore les coupes. Thierry Anti, c'est quand même l'entraîneur spécialiste de la coupe et il a su encore trouver les mots pour pouvoir transcender ses joueurs et aller s'imposer à Paris. Ouais, donc Nantes, est-ce que tu penses que Nantes peut coiffer, pourquoi pas, tout le monde au poteau? C'est envisageable, Mika? En championnat, ça risque d'être compliqué, mais c'est sûr que c'est une équipe en construction. Comme disait Benoît, il y a beaucoup de bons joueurs qui sont arrivés, un recrutement de qualité, donc il faut que la mayonnaise prenne, comme on dit. Il y a le retour de Roque Félio qui n'était pas là en préparation. Il y a forcément des réglages à refaire, donc c'est une équipe qui est vraiment très forte défensivement et avec ses recrues commence à vraiment avoir une attaque qui a de la gueule, donc avec des jeunes qui poussent un peu derrière. Donc il y a de quoi faire. Par contre, de là à aller titiller les Paris, Montpellier, Chambéry, Dunkerque, ça risque d'être difficile. Alors un petit mot quand même, Nantes qui joue la Coupe EHF et ça sera le troisième tour le 24 novembre. Nantes reçoit Benfica. Un petit mot sur cette équipe, les gars, si vous la connaissez, cette équipe portugaise. Est-ce que Nantes a les moyens quand même de passer au prochain tour? Benoît? Ouais, les équipes portugaises, c'est Araujo. pas, c'est pas forcément le handball portugais, c'est pas exceptionnel, mais moi personnellement, je connais pas. J'ai rarement vu des matchs contre des équipes portugaises, mais en général, quand les Français rencontrent des Portugais, ils arrivent à passer. Est-ce qu'il y a un Cristiano Ronaldo du handball? On ne sait pas encore, on va peut-être le découvrir à Nantes, mais Santos da Silva, je crois, il s'appelle. Eusebio du handball. non, mais je crois que ouais, ils sont quand même fréquemment en Coupe d'Europe, puisque Exact. déjà un club français l'année dernière avait rencontré un club portugais. C'est vrai qu'il s'était imposé. Euh, cette nation continue à se structurer et à avancer maintenant de manière encore
de titre expérimental. C'est encore loin d'être une forte nation européenne du handball, mais je pense qu'il progresse. Après, de là à rivaliser avec un club du haut de tableau de LNH, voilà, j'ai quand même quelques doutes. Donc, Ils ont un grand entraîneur portugais, je crois. Il entraîne Toulouse, Da Silva. Et puis, petite parenthèse aussi, coupe à chef, vous allez peut-être donner votre avis, Saint-Raphaël, qui se déplace le 24 novembre à Team Tvis Holstebro, je pense que je l'ai bien dit, une équipe norvégienne, pareil, inconnue au bataillon. Ostebro. Alors, Ostebro. à savoir que autant les Norvégiens sont une forte nation du handball, Ouais. autant le championnat norvégien est vraiment très faible. Il y a très peu de professionnels en championnat norvégien et tous les Norvégiens de qualité s'en vont jouer en Allemagne. Donc je pense que ce ne sera pas un match très difficile. Bon voilà, donc deux équipes normalement françaises qui devraient être au second tour. Billière-Nantes, un petit mot quand même sur cette équipe de Billière. Vraiment en mal dans le championnat quand même, Benoît, et toujours 0 points, aucun match gagné. Ça va être difficile, hein. ouais, ça va être compliqué. Après, j'ai lu récemment que le président de Billard cherchait un joker médical. Donc peut-être que ça va leur permettre voilà, de reprendre un second souffle. J'espère qu'il n'arrivera pas trop vite pour pas que ce soit le match directement contre Aix, mais a priori ils étaient à la recherche d'un joueur. Donc est-ce que ce joueur leur permettra de trouver un peu plus de sérénité et d'impact, parce que je pense que voilà, pour avoir joué et Aix et Billère, je pense honnêtement que Aix est quand même un peu au-dessus. Alors après, on sait que Billère, normalement, chez lui, était costaud. Maintenant, on sait que la LNH, c'est pas du tout le même arbitrage que en Pro D2. Les arbitres sont très sensibles à tout ce qui peut être agression et tout ça. Et du coup, Billère ne peut plus exprimer son jeu défensif ultra engagé. Et peut-être qu'il pioche un peu par rapport à ça. Et en attaque, il manque quand même cruellement de percussion sur la base arrière. Donc peut-être l'apport d'un renfort leur permettrait justement de pouvoir avoir un peu plus de stabilité et d'homogénéité dans leur effectif. C'était quand même une équipe qui avait créé la surprise l'année dernière en montant à LNH, Mika, faut pas l'oublier non plus. Oui, oui, ben, bien sûr, on ne s'attendait pas à ça avec leur effectif. On en doutait fortement. Maintenant, ils ont prouvé qu'ils avaient la capacité de trouver un équilibre et d'être performants dans la longueur. Maintenant, ça va être un peu dur pour eux cette saison en LNH, comme l'a dit Benoît, et ça manque un peu de percutants en attaque, de tireurs de loin, même si quand ils sont en chauffe, Chinda et je me rappelle plus son nom, Rago, peuvent être assez performants, mais c'est sûr qu'une recrue pourrait leur faire beaucoup de bien. Mais comme il le dit, j'espère que ça arrivera pas trop vite et qu'elle sera pas qualifiée pour jouer contre Aix. Allez, dans quelques secondes, on va recevoir Ibrahim Adio, le temps qu'il s'installe, qu'il mette le casque sur les oreilles. On va parler de Paris Saint-Germain, Célesta. Je vais poser la question aussi à Ibrahima, pardon. Juste, messieurs, Mika, Benoît et Stan, Paris est premier depuis sa victoire face à Chambéry. Est-ce qu'on va revoir Paris, Stan? Bonne question. Ils sont partis, on peut plus les arrêter, ça y est, 7 matchs. Logiquement, oui. C'est pour ça tout à l'heure, quand Benoît il parlait de la trêve internationale, bon, Montpellier, ils étaient un petit peu dans le même cas, on va dire. Ils survolaient le championnat comme Paris va le survoler. Donc, je pense pas non plus que ça joue. Après, bon, peut-être que Montpellier avait plus de force. Mais non, je pense qu'ils sont partis là pour dominer le championnat comme Montpellier l'a fait, on va dire. Une suite logique des choses. Allez, on reçoit tout de suite Ibrahima Dio. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir. Alors merci d'avoir accepté l'invitation. Je sais que vous rentrez d'entraînement là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors PSG, Paris Saint-Germain handball, pardon, PSG, on va l'appeler comme ça, hein. Vous avez joué avec votre équipe 2 matchs la semaine dernière, un match en LNH mercredi et hier en Coupe de la Ligue. On va revenir tout d'abord sur le championnat.
comme je le disais, ça y est, Paris est premier depuis 2 semaines et on a l'impression qu'on va plus vous revoir. Est-ce qu'il faut juste attendre le match contre Dunkerque? Ouais, bah, en même temps, c'est que le début de saison, hein. Il y a 7 journées qui ont été jouées, donc c'est encore long, mais là, dans les débuts, c'est vrai qu'on a bien commencé. Maintenant, ouais, le match de Dunkerque va être décisif, on va dire, pour la première partie de saison, en tout cas. Alors, est-ce que Ibrahima, vous êtes surpris par la vitesse à laquelle que cette équipe a engrangé les victoires et que la mayonnaise a vraiment pris assez rapidement? On s'attendait peut-être à un peu plus de temps. Est-ce que vous êtes surpris de ça? Ouais, nous aussi, on pensait que ça allait mettre plus de temps avant de prendre. Bon, après, il s'est avéré que les joueurs qui sont là sont vraiment professionnels et se sont adaptés super vite. Mais bon, on sait qu'on n'est pas encore arrivé au stade où c'est bien huilé, où tout va bien. Mais pour l'instant, en tout cas en championnat, ça a porté ses fruits. Alors, comment... Oui, Stan, je crois que tu avais une question. Ouais, non, je voulais savoir, est-ce que il y avait maintenant, après ces 7 victoires, enfin ces 7 victoires, après ces 7 bons matchs, est-ce que les objectifs sont clairs et nets et annoncés dans le staff? Ouais, les objectifs, bon, l'objectif c'était de finir européen l'année prochaine. Après, il n'a pas changé. Mais juste avec ce début de championnat, voilà, tout le monde commence à se. Bon, on va pas se voiler la face, tout le monde pense qu'on va remporter le titre. Donc, au niveau du staff, c'est un peu pareil. Mais bon, on reste. Voilà, on garde quand même la tête sur les épaules, on sait que ça va être long. Ce serait une déception si vous gagnez pas le titre alors. Non, parce que c'était pas l'objectif premier en fait. L'objectif c'était voilà de finir dans les 3 premiers cette saison. Donc c'est ce qu'on nous avait annoncé en début de saison. Donc le fait de pas finir premier, de pas gagner le championnat, je pense pas que ça soit une grosse déception. Mais ça le sera vu le début de championnat qu'on a fait. Alors Paris s'est imposé assez facilement, j'ai envie de dire, face à Célestat. Comment ça s'est passé le match? Parce qu'on avait l'impression quand même que vous avez dominé assez bien votre sujet, hein. Bah, le match, au départ, bah, Célestin menait 3-0. Après, c'est vrai que on a commencé un peu à accélérer et ils se sont assez vite essoufflés parce que voilà, ils n'avaient pas les rotations qu'on avait. Et donc, du coup, c'est ce qui nous donne un gros écart à la fin. Alors, comme je vous l'ai dit, vous êtes invaincu, tout comme Dunkerque. Prochain match c'est face à Dunkerque. Est-ce que... Ouais, Benoît, je crois que tu avais une question avant, peut-être sur le match. Ouais, je voulais revenir justement par rapport tu parlais du banc, Ouais. et c'est vrai que on se rend compte que à chaque fois que les rotations sont mises en place, il y a une réelle plus-value. Est-ce que c'est dû à cette ambiance qui a l'air d'être vraiment très saine et concurrence très saine entre les anciens très pros et les, on va dire, nouveaux voilà, qui ont un statut international, qui justement entraîne le fait qu'à chaque fois qu'il y ait des nouveaux qui rentrent, même si c'était des anciens de la maison parisienne, il y a tout de suite une plus-value qui est sur le match en fait. Ouais, en fait, ce que je rencontre là et que j'ai jamais rencontré auparavant, on peut pas parler de concurrence par rapport au groupe. Vous savez, comme on vit, c'est un peu bizarre justement. Avant, il y a toujours eu une concurrence, voilà, mais là, c'est moins le cas. Donc, il y a moins de prise de tête. Ceux qui rentrent, pour eux, ils font le boulot, quoi. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne bien. En fait, Non, mais comment tu peux expliquer justement, parce que vous aviez un statut quand même qui était reconnu à Paris, là il a été inversé parce que des joueurs de catégorie internationale ont, on va dire, pris votre place, mais malgré tout, dès que vous rentrez sur le terrain, vous êtes performant, il y a l'envie, il y a la qualité, et voilà, les scores, même l'intensité ne baisse pas, et vous êtes performant 2 fois plus pendant la... Donc comment t'expliques justement ce fait que il y a une plus-value directe, même si votre statut a évolué et peut-être pas dans le bon sens. ouais, c'est que je pense que les joueurs à la base étaient vraiment des bons gars et qui étaient vraiment professionnels. Que voilà, ils sont avec un esprit sain. Donc
je pense que c'est ce qui fait la différence. Après, c'est sûr que quand ton rôle change et on te donne l'occasion de jouer, forcément, tu fais les choses bien et tu démontres, tu essaies de montrer que tu peux faire partie de cette équipe, même si avant, tu avais un rôle plus important que maintenant. Mais après, c'est le sport, hein, c'est comme ça. Et je pense que chaque joueur en est conscient et va pas venir pourrir le groupe par des états d'âme. Donc c'est pour ça que je dis que les joueurs sont assez professionnels là-dessus. Est-ce Alors, que vous avez, excuse-moi Ludo, est-ce que vous avez une pression particulière par rapport à ça, par rapport aux médias? On vous attend tous au tournant, c'est un peu l'équipe star, c'est le Barça de France. Est-ce que ça vous met une pression particulière ou pas du tout? Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de médias maintenant, beaucoup plus de monde aussi. Après, voilà, je veux dire que l'équipe, en fait, l'image de cette équipe a changé. Donc, en fait, pour nous, c'est surtout ceux qui ont pas l'habitude, c'est un plus. C'est super bien de jouer avec tout ça. Après, de là à dire que ça nous met une pression en plus, je pense pas. On sait qu'on est attendu partout. Même avant d'être le PSG, à chaque fois que les autres équipes jouaient Paris, on était toujours l'équipe à abattre. Maintenant, on reste toujours l'équipe à abattre, mais on a des armes avec lesquelles se battre et je pense que c'est pour ça qu'on arrive à faire ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. justement, Ibrahima, vous qui êtes un compétiteur, le fait qu'une équipe comme Montpellier peut vraiment pas se battre à armes égales, est-ce que ça vous dérange? On sait pourquoi Montpellier avec pas mal de suspendus. Est-ce que c'est dommageable quand même pour le championnat? Ouais, je pense que c'est dommageable parce que ça aurait mis encore de la compétition, hein. En plus, bon après là, ça va, ils sont pas loin, hein, donc ils peuvent remonter assez rapidement. On sait qu'il y a d'autres équipes aussi qui ont le niveau vraiment pour jouer ces premiers rôles. Donc c'est dommageable, oui. Après, bon, ce qui arrive arrive. J'espère qu'ils vont retrouver les terrains assez rapidement et puis faire parler le handball, quoi. Alors, côté LNH, tout se passe bien. Par contre, bon, bah, hier, vous avez été battu par Nantes. Mm. Alors, on a entendu votre coach qui disait que c'était pas l'objectif, mais on sent quand même une pointe de déception, hein. La déception, on est toujours déçu de perdre un match, même si c'était l'objectif, pas l'objectif ou quoi. Le fait de perdre un match, ça fait toujours, voilà, c'est toujours embêtant. Maintenant, c'est vrai que c'était pas l'objectif premier, mais ce qui est assez embêtant, c'est que bon, à la fin du temps réglementaire, on est devant et on arrive à se faire passer devant comme ça et c'est ce qui est un peu chiant pour l'équipe, quoi. Ah, Mais, justement, qu'est-ce qui a fait la différence dans ce match-là? Qu'est-ce qui a manqué à Paris pour coiffer Nantes sur le poteau? voilà, c'est assez dur à analyser comme ça. C'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de réussite. Ils ont eu beaucoup de réussite sur ce match-là. Et nous, on avait les ballons pour tuer le match et on les a pas mis. C'est ce qui fait qu'ils arrivent toujours à être juste pas loin, quoi. Et bon, mettre un coup franc à la fin du match comme ça arrive une fois tous les 10 ans. Et malheureusement pour nous et heureusement pour eux, ça arrive à ce moment-là. C'est quoi? C'est coup franc direct ou coup franc protégé? En direct. Ah oui, direct carrément, parce que j'avais pas. Ah oui, direct. Ouais, coup franc direct. D'accord. Alors, Et du coup, donc, ils reviennent à égalité et la prolongation. Durant la prolongation, on a commencé, nous, on était à un de moins déjà. Et après, ils ont assez vite pris un but d'avance. Et puis après, vers la fin, ça s'est décroché, quoi.
Alors d'un point de vue personnel, Ibrahima, vous faisiez partie de l'équipe l'année dernière qui s'est battue pendant toute la saison pour sauver le club. Là, vous êtes en haut de l'affiche, tout a changé, les joueurs jusqu'à l'entraîneur. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez signé dans un autre club? Parce que ouais, c'est vrai que de toute façon, on sait que le club a changé, hein, que ce soit les dirigeants ou autres. Donc, c'est sûr qu'on a l'impression d'être dans un autre club. Et c'est le cas. Pour moi, le Paris Handball, c'est derrière, quoi. Maintenant, le PSG, c'est vraiment voilà, une nouvelle équipe, et un nouveau staff, de nouvelles ambitions. Donc, c'est vrai qu'on a l'impression d'être ailleurs. Et est-ce que vous n'avez pas un peu d'amertume hein, que Paris l'année dernière se battait pour se sauver dans, allez, j'ai pas envie de dire la quasi-indifférence, mais presque. D'un point de vue supporter, il y avait pas beaucoup de monde. Médias, entre guillemets, on vous snobait un peu. Et puis là, depuis l'investissement, depuis l'argent, depuis les Qataris, ça a complètement changé et tout est en train d'exploser. Ouais, c'est sûr que c'est pas de l'amertume, ça fait sourire. C'est clair que l'année dernière, le seul match où on passe à la télé, c'est vraiment le dernier match Ouais. contre Chambé. Là, on a 7 journées, on est déjà passé 4 ou 5 fois à la télé. Voilà, après, c'est sûr que les noms qu'il y a sur la feuille de match sont grandes, quoi. Donc, du coup, il y a beaucoup plus de supporters. Et les médias sont attirés par ça. Et pour nous, c'est que du plus, quoi. C'est que du bonus. Donc, on va pas se plaindre de ça. Benoît? Oui, tu parlais de la nouvelle équipe dirigeante. Justement, il y a 3 barjots au sein de l'équipe encadrante. Est-ce que tu peux nous dire un peu le rôle de chacun au sein du PSG Handball? Le rôle de chacun. Donc, on sait que Gardan, coach, donc son rôle, c'est de coacher l'équipe, de coacher l'équipe. Hein. C'est plus un coach ou plus un manager? Non, il est coach, il est coach. Hein, il est coach, il fait les entraînements, il met les trucs tactiques en place. Et il coach. Donc voilà. Après, on a Perreux qui est le second dans tout ça. Qui prend les entraînements aussi en main? En fait, il n'y en a pas un qui fait l'entraînement et l'autre, voilà, ils sont vraiment tous les deux. D'accord, ils se partagent des morceaux de séance. Ouais, ils se partagent des morceaux de séance ou sinon, même dans la même séance, ils l'ont fait à deux, quoi. Donc, D'accord. toujours là tous les deux. Au niveau du coaching, voilà, c'est Gardan le coach, mais il a son second qui le conseille à des moments clés du match, comme il devrait faire. Après, voilà, après tu as Martini qui est manager général, donc voilà, quoi. Alors, d'ailleurs, Ibrahima, comment s'est passée cette transition avec Philippe Gardan, les anciens joueurs, ceux qui, comme la plupart de ceux de l'année dernière, jouent un peu moins. Quel discours il a eu pour essayer de quand même motiver tout le monde? En début de saison, il avait dit que tout le monde avait sa chance, donc c'était aux joueurs de prouver ce qu'ils étaient capables de faire. Après, on n'est pas dupes non plus. On sait qu'avec les joueurs qu'ils ont amenés et que ça allait être difficile, il allait falloir trouver sa place. Chacun à sa façon. Tout le monde avait un peu son idée de savoir est-ce qu'il allait jouer ou pas, ou comment ça allait être. Il a discuté en début de saison avec chaque joueur, leur disant voilà, s'il comptait sur eux ou pas. Et donc, sur les personnes sur qui il compte, on essaie de faire notre boulot pour essayer de continuer dans cette aventure. Alors d'ailleurs, Ibrahima, on était hier sur le terrain pour le match Paris-Nantes, et puis à la fin du match, notre envoyé spécial Pierre Mangeot a demandé justement à Philippe Gardan ce qu'il pensait d'Ibrahima Dio. Écoutez sa réponse. Ibou, je pense qu'il a réussi, il a été très intelligent, il a compris un petit peu tout ce qui lui arrivait à droite et à gauche, la nouvelle dimension de ce club-là, et
ouais, il a réfléchi assez rapidement de savoir quel rôle ou quelle place il pouvait y avoir. Et en discutant avec lui, on lui a trouvé un poste qui remplit merveilleusement bien, quoi. Donc au-delà de son efficacité défensive, il est aussi un papa des vestiaires, et ça c'est important. Donc voilà, donc je pense que Ibou c'est un élément indiscutablement important au niveau du groupe, et je pense qu'il commence à prendre plaisir à défendre, et voilà, à 32 ans c'est une bonne nouvelle. Alors, Ibrahima, est-ce que vous vous caractérisez un peu comme le papa des vestiaires alors? Ça, je sais pas, c'est aux joueurs, plutôt aux joueurs de le dire. Moi, voilà, j'étais capitaine l'année dernière, je continue à avoir le même rôle, même si, voilà, c'est Didier le capitaine cette année, mais bon, au niveau du rôle dans les vestiaires ou dans le groupe, pour moi, ça change rien. Donc voilà, c'est pour ça, à mon avis, qu'il pense, qui dit que je suis un peu le papa, mais je reste, voilà, pour moi, je reste un peu le capitaine dans l'âme de ceux qui restent, et, donc j'essaie de faire ce boulot-là au maximum. Et par rapport justement à ce rôle défensif, où c'est vrai que tu es beaucoup utilisé, principalement utilisé en 3 avec Didier, est-ce que c'est un rôle, toi tu aimais bien défendre, mais plutôt sur un poste avancé, donc est-ce que là tu t'y retrouves complètement? Ouais, c'est sûr que j'ai mis du temps un peu à voir ce qui est arrivé. Donc, on a discuté un peu au niveau de la défense. Il avait essayé plusieurs choix. Et il s'est avéré que celui où je suis avec Didier était le plus efficace. Donc, voilà, depuis, c'était un peu dur au départ parce que moi qui avais l'habitude d'attaquer, j'attaquais plus. Donc, c'était un peu difficile. Mais c'est vrai que là, je me suis pris au jeu, et c'est un poste que je commence à apprécier et que j'essaie de développer au maximum. Alors, contractuellement, Ibrahima, vous êtes comment? Est-ce que vous serez toujours parisien l'année prochaine, pardon? Ouais, ouais, je suis toujours parisien l'année prochaine. Ah, et, pour finir, Ibrahima, un petit mot quand même sur votre association dont vous êtes le président, African ID, des activités, des actions bientôt? Ouais, on va faire bientôt des actions, dont on va faire un match. Il y a un match de LNH qui sera dédié à l'association. On n'a pas encore déterminé lequel, mais on est en train d'y travailler. Et puis, il y a des tournois aussi qui vont se faire en Afrique, pour justement aider les jeunes, parce qu'on a déjà fait une équipe là-bas, et aider les jeunes un peu à les titiller les autres pays, voir comment ça évolue, et notamment avec l'association de Daouda Karawé, des Kaker Afrique. Donc on va travailler en parallèle pour pouvoir améliorer tout ça, et que les enfants puissent prendre plaisir à jouer au handball. Alors, Est-ce que ce container il va partir ou pas? Ce container, c'est vraiment un gros souci. J'avais pas trop eu le temps là depuis, de me pencher sur le truc, mais là je vais m'y mettre là, avec la semaine internationale. Je vais vraiment me pencher sur le problème, et essayer de le faire partir assez rapidement. donc on peut faire des dons, c'est toujours l'adresse de la SWATA, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Pour l'instant, on a mis en stand-by parce qu'on a vraiment beaucoup de dons. Les gens étaient vraiment généreux. Je les remercie d'ailleurs, et on attend de faire partir ce conteneur, et après on verra comment ça va se passer. Bon bah écoutez, merci Ibrahima d'avoir été avec nous. On vous souhaite une excellente saison au sein du PSG Handball, et puis au Ouais, plaisir de vous avoir prochainement. ouais, c'est gentil, merci. Je souhaite aussi une bonne saison au vieux Ben Perabo. C'est dur, c'est dur. Bon courage. Merci. Merci, Merci beaucoup. merci Ciao, Ibrahima. ciao. Merci. Voilà, c'était Ibrahima Dio en direct pour Andé. C'était une interview assez sympathique. Et puis, on parlait du match PSG Nantes. On n'a pas écouté quand même
les interviews de Pierre Mangeot, hein, notre consultant qui se déplace sur pratiquement tous les terrains de la région parisienne. Et ben, on va écouter c'est Thierry Anti suivi des Rock Felio. Et ça, c'est en exclu hein, pour RTS. Donc on les écoute tout de suite. C'est parti. C'est extraordinaire ce que vous avez réussi. Parce qu'à un moment, il n'y avait pas d'arrêt. Ouais, et puis on a fait une première mi-temps, on n'a eu aucune perte de balle. Ouais. Ce qui est quand même du domaine de l'exceptionnel. Les joueurs étaient très concentrés et sur le plan de jeu, c'était un plaisir. C'était un plaisir face à une grande équipe et il fallait tenir la distance. Après, on a fait le trou un peu trop tôt. Mais bon, on a réussi à arracher cette prolongation un peu de façon miraculeuse. Mais je pense que très honnêtement, c'était mérité la prolongation. Et puis après, bon, on a gagné le toss. Donc on a pu choisir la première balle d'attaque. C'est toujours important en prolongation d'avoir l'engagement et de marquer le but. Ce qu'on a su faire. Et puis après c'est bravo aux joueurs, c'est tout. Alors on sent quand même, messieurs, dans Thierry Anti, bah, forcément qui jubile. Et puis ça montre aussi, d'une part, à Paris, ça les remet peut-être entre guillemets un peu les pieds sur terre. Et puis surtout, ça montre aux autres équipes que Paris n'est pas invincible, Mika. Ouais, mais bon, Paris n'est pas invincible, mais il faut vraiment faire le match parfait apparemment, puisque, comme le dit Thierry Anti, ils ont fait 0 perte de balle en première mi-temps, ce qui est vraiment du domaine de l'inimaginable, de l'exceptionnel. Et après, ils mettent un coup franc protégé à la dernière seconde, ce qui est aussi quelque chose d'impossible depuis qu'ils ont mis cette nouvelle règle où il doit y avoir une seule personne qui doit tirer. On sait qu'à une époque, on pouvait se mettre tous, faire des espèces de combinaisons pour essayer de contourner le mur. Maintenant, ça s'est terminé. Mais il faut vraiment tout donner et avoir un peu de chance pour réussir à s'imposer contre le PSG. Et ça prouve encore une fois qu'ils seront vraiment durs à aller chercher cette année. Alors, on va écouter la réaction de Rock Felio maintenant, toujours au micro de Pierre Mangeot pour Andé. Il y avait le combat, l'agressivité, la motivation, un peu de réussite et beaucoup de talent. Il y avait presque tout en fait ce soir. Ouais, c'est sûr que pour gagner contre Paris, je crois qu'il faut que tout soit réuni parce que ça reste Paris quand même, ça reste la grosse équipe du championnat avec tous leurs gros joueurs et voilà, on a réussi à les faire tomber. Donc c'est quand même une grande satisfaction. Ouais. En même temps, il y a eu des passages difficiles. Vous menez longtemps, Paris passe devant et fait le trou, vous revenez au Ouais. Bah, quand on joue contre ce genre d'équipe, c'est sûr il faut essayer de ne pas perdre beaucoup de ballons parce que sinon on prend des contre-attaques sur contre-attaques et puis ça reste Paris quoi. Donc voilà, on avait à cœur voilà, la Coupe de la Ligue c'était un objectif. C'est sûr que maintenant on a réussi à sortir Paris. C'est bien, ça reste ouvert. Donc voilà, non, franchement, on voulait se mesurer à eux, voir ce qu'on était capable de faire et ça s'est bien passé. J'imagine que vous aviez préparé votre coup. C'était quoi les consignes avant le match? Donc pas perdre de ballon et après grosse intensité en défense. On entendait Luc qui disait qu'il y avait du combat. Ouais, bah bien sûr. De toute façon, nous, pour qu'on gagne, il faut quand même qu'on ait une grosse défense, parce qu'on a réussi à les tenir à 13 buts en une mi-temps. C'est quand même c'est pas mal parce que je pense qu'en ce moment ils mettent ils mettent pas mal de buts, donc fallait essayer de les faire déjouer et on a réussi, donc c'est bien. D'accord. À titre personnel, je crois que vous allez vous retrouver dans un palais que vous connaissez un petit peu. Vous allez à Toulouse pour le Final Four. Ouais. Là, l'ambition, c'est quoi? L'ambition, c'est sûr que c'est ouvert. On va essayer, avec toute humilité, on va essayer d'aller le plus loin possible, bien sûr. Hein. On vient de sortir Paris, il était le favori, donc on va essayer, on va voir ce qu'on va faire. Alors messieurs, la question que je vais vous poser, est-ce que Nantes est le favori de ce Final Four, ou alors il faudra compter sur Chambé, sur y a qui d'autre, Célestat, il me semble, qui s'invite un peu à la partie. Et Dunkerque. Donc est-ce que Nantes peut aller au bout? Non, ils n'ont pas cette année. Enfin, ils peuvent aller au bout. Oui, bien sûr, ils peuvent aller au bout, mais cette année, ils ont joué 2 fois Chambéry, ils n'ont pas réussi à les battre. Je pense pas qu'ils aient joué encore Dunkerque, mais je trouve que Dunkerque, c'est encore un peu au-dessus. Au niveau des rotations, il y a plus de monde. Après, comme je le disais tout à l'heure, c'est une équipe nouvelle, c'est une équipe qui a besoin de trouver ses repères. Et avec toutes ses forces, s'ils arrivent au Final Four en forme et avec tous les joueurs sans blesser,
parce qu'il faut rappeler que Sayad est blessé, je ne sais pas s'il l'est encore, mais Sayad est blessé, c'est quand même une pièce importante. Donc s'ils arrivent au Final Four avec toutes leurs forces vives, ça peut faire quelque chose d'intéressant, mais en tout cas, il y a vraiment de belles équipes avec Célesta qui s'invite là-dedans, mais c'est génial pour eux. Quand on est une équipe comme ça qui joue pas grand-chose dans le championnat, c'est toujours génial de pouvoir participer à ce genre d'événement. Donc ce sera ouvert et ce sera une belle compétition, je pense. Et Chambéry, Benoît, qui a gagné face à Toulouse 29-26. Chambé, Dunkerque, est-ce que ces équipes-là peuvent laisser des plumes dans la lutte au titre en LNH, j'ai envie de dire? Non, non, ça fait partie des. Maintenant, la compétition est tellement ouverte que ça fait partie des priorités pour ces clubs-là de remporter un titre. On sait que maintenant, avant, le championnat était dédié à Montpellier. Maintenant, le championnat risque d'être dédié à Paris. Donc là, Paris n'étant plus en course, Montpellier non plus, ils ont tout intérêt à mettre leurs priorités sur cette Coupe de la Ligue qui va se jouer sur un week-end et pour remporter des titres. Les titres sont tellement chers dans notre discipline et se répartissent souvent entre les mêmes. Donc tous vont être vraiment fin motivés pour pouvoir remporter ce titre. Et juste pour revenir un petit coup sur la performance de Nantes, il y avait quand même quelques caractéristiques un petit peu qui n'étaient pas négligeables. Thierry Anti était l'ancien entraîneur de Paris, donc il avait aussi certainement une revanche à prendre sur ce club. On sait qu'il est très très compétitif par rapport à cette coupe. C'est vraiment un coach qui affectionne les coupes et qui met tout en œuvre pour que ses équipes réalise de bons parcours. Il avait d'ailleurs gagné la Coupe de France avec Paris à une époque. Donc il se donne un point d'orgue, a toujours bien figuré. Donc c'est pas non plus cette victoire n'est pas là par hasard aussi. Je pense qu'il avait aussi très très bien préparé son coup. Alors Dunkerque s'est imposé face à Montpellier 34-27. Paris Saint-Germain s'est incliné face à Nantes, on l'a entendu tout à l'heure avec Ibrahima Dio, 35-36. Célestat s'impose 34-19 face à Créteil. Ça a vraiment été une belle perte de Célestat qui en a vraiment mis une belle mica à Créteil, hein, 34-19. Oui, un peu étonnant, mais en même temps... Il manquait Gilbert aussi. Gilbert a été blessé, il ne s'est pas déplacé. Donc ils ont joué vraiment avec beaucoup de jeunes et je pense que c'est aussi ce qui a fait la différence. Et puis le dernier match, Chambéry s'est imposé 29-26 face à Toulouse. On a été complet au niveau de la LNH, on a été complet au niveau de la Coupe de la Ligue. Il est 20h57, on sait très bien que notre ami Sébastien Mangin n'arrivera que dans un petit quart d'heure. Le temps pour moi quand même de vous dire que le prochain débat sur nos antennes Andé, ça sera lundi et ça sera justement, c'est un truc qui te porte à cœur Benoît, sur la formation, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. J'ai vu un tournoi international de moins de 14 et moins de 16 ans à Tremblay et j'ai été particulièrement interpellé par la pauvreté du jeu qu'on proposait. Donc, s'il y a des éducateurs ou des personnes qui bossent dans des clubs et qui ont des projets pédagogiques autour de différentes solutions, j'aimerais bien qu'on puisse venir en débattre parce que il y a eu des propos de coach, pas tant sur l'attitude, mais sur les consignes de jeu qui m'ont fait un peu dresser les cheveux sur la tête là. Donc du coup, j'aimerais bien qu'on puisse apporter aussi d'autres solutions que celles que j'ai entendues. Donc voilà, je m'étends pas plus parce que ça sera le débat de la semaine prochaine, mais voilà, réfléchissez à ça et proposez-nous des différents de projets de vos clubs et qu'on puisse en débattre la semaine prochaine. Alors voilà, comme on l'a marqué sur la page Facebook, hein, que vous allez retrouver sur le site, si vous êtes éducateur, si vous êtes pourquoi pas entraîneur d'une petite équipe de handball régionale, et ben n'hésitez pas. Entraîneur du centre de formation, les entraîneurs voilà, de tout niveau, mais qui ont des différents points de vue par rapport à la formation du joueur. Et pour avoir vu aussi dans ce tournoi-là des clubs étrangers, la différence est quand même assez frappante. Voilà.
Donc prochain débat, n'hésitez vraiment pas à nous contacter par le numéro de téléphone, par Facebook, par notre site internet. Il y a plein de moyens. On peut même par notre mail, contact@rtsradio.fr. N'hésitez pas, qu'on puisse faire un bon débat sur la formation, qui est quand même l'avenir du hand français. Un petit mot quand même sur les féminines. Je sais que qu'il y avait un match qui se jouait la 7e journée, vite fait. La 6e journée, pardon. Mios s'est incliné face à Metz, 24-27. Nîmes, Le Havre, victoire du Havre, 30-24. Dijon-Nice, victoire de Nice face à Dijon, 23-21. Fleury-les-Aubrais, qui sont toujours invaincus dans le championnat, ont gagné face à ici Paris, 23-19. Besançon, Toulouse-Saint-Cyr, victoire de Besançon, 30-22 au classement quand même. Et pour avoir reçu le coach de Toulouse-Saint-Cyr, Benoît, Toulouse-Saint-Cyr qui sont mal en point, qui sont avant-derniers, c'est une petite surprise quand même. Si tu le dis. Alors. Toulouse-Saint-Cyr qui avait fait une belle perf quand même. Non, c'est vrai qu'elle a été assez performant et là qui se retrouve en délicatesse. Donc, avant-dernier, c'est 7e, non, dans ce championnat, hein. C'est 9e. Ils sont presque européennes, non? Et c'est Nice qui clôt la marche avec l'ancien club de Valérie Nicolas avec 8 points. Et en haut, toujours invaincu, 6 matchs, 6 victoires. Fleury-les-Aubrais se le joue au PSG Handball. Et derrière, c'est Metz qui fait un peu le rôle de Dunkerque. Un Metz qui a une petite défaite quand même, hein. Donc c'est différent de Dunkerque. Metz qui est deuxième avec 16 points. Metz qu'on peut retrouver Nina Canto tous les mercredis dans El Sport, la chroniqueuse de luxe, hein, de Thomas Guillon et toute son équipe. Le Havre 3e avec 15 points et Mios 4e avec 13 points. Voilà pour la LFH. On va pas tarder à recevoir Bastien qui est déjà là, je crois d'ailleurs. Ben me dit en off, donc la transition est toute trouvée. 21h01, on va recevoir Bastien Sismondo, blessé, donc on va lui demander son état de santé. Il s'est fait opérer il y a pas encore si longtemps que ça. Alors qu'on chambre sur le chat, Muriel qui nous dit: il regarde pas les filles, Benoît et Mika. Tu devrais le savoir, Ludo. Donc voilà, je me fais encore engueuler. Mika, Benoît, toujours. Si, Benoît un peu plus que Mika quand même. Ouais, c'est plutôt Mika le misogyne. Ouais, mais là, j'avoue que dernièrement, j'ai un peu failli à ma tâche et je ne suis absolument plus le championnat LFH. Ah. Et, autant pour moi là. Non, mais c'est vrai que à la base un petit peu, mais là un peu moins. Donc je vais reprendre la tâche ardemment. Alors Stan, Bastien va pas tarder à appeler, comme c'est toi qui es un peu notre standardiste de ce soir. Hein, tu sais la manie pour le mettre, en espérant que Bastien moralement et physiquement arrive quand même à passer cette dure épreuve, hein, de blessures. Non, je peux pas le rentrer dans la conversation, mon ami. Figure-toi, vu que ce n'est pas moi qui ai pris la conversation. Exact. Donc on va faire un petit truc technique. Moi je vais rester à l'antenne. On va raccrocher là et puis Stan, tu reprends la conversation. Un petit jingle, allez, un petit jingle en planète. Notre partenaire, le temps de faire la petite manip que vous avez l'habitude. On recevra Bastien Sismondo. Pour l'instant, vous pouvez débattre, commencer à débattre sur le prochain débat de mercredi sur la formation. Pareil, vous pouvez nous donner aussi vos pronostics sur l'équipe de France qui rencontre la Lituanie et se déplace en Turquie. Ça sera mercredi. Donc voilà, bon, vous entendez, hein, c'est l'appel de notre fine équipe. Donc par contre on peut raccrocher, voilà, on peut raccrocher. Voilà, je pense qu'on est en direct. Mika, Benoît, de retour. Oui, logiquement. Voilà, même pas eu besoin de mettre un petit jingle, ça a été rapide, le temps d'avoir Bastien Sismondo. Donc, messieurs, l'équipe de France, là, quand même, mercredi, on en a pas trop parlé. Lituanie, Turquie, ça fait longtemps que l'équipe de France n'a pas joué des matchs qualificatifs pour l'Euro, Benoît. Ouais, c'est clair. C'est important de retrouver son public après l'épopée londonienne. Donc, ça va être une grosse fête avec un adversaire largement à notre portée où on va pouvoir exprimer tout le talent de cette équipe avec par contre quelques absences de poids en l'occurrence
Nicolas Karabatic, Samuel Roubia, c'est différent, c'est sur blessure, mais Et Lucas c'est Ballot. vrai. Lucas Ballot aussi, Benoît. Lucas Ballot, voilà, donc avec quelques joueurs absents, mais non, avec la qualité et déjà l'intégration de nouveaux joueurs, je pense que la fête va battre son plein et que la France va s'imposer et va pouvoir être vraiment bien fêtée par tous les spectateurs français. Alors, sans Nico, sans Lucas Ballot, sans Roubia et sans les frères Gilles aussi. Donc, Bertrand qui se repose un peu et Guillaume qui a pris sa retraite internationale. Allez, je pense que Bastien est avec nous. Bonsoir, Bastien. Bonsoir. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation. Tout d'abord, on va prendre de vos nouvelles d'un point de vue santé. Vous êtes blessé face à Saumur au mois de septembre. Vous avez été opéré récemment. Comment ça se passe à l'heure actuelle? Ben, ça se passe comme quelqu'un qui vient de se reblesser dernièrement. Donc c'est ça, je me suis reblessé fin septembre sur le match contre Saumur. Donc je me suis opéré la semaine dernière et puis là je suis reparti pour 6 mois de rééducation et d'attente. Moralement, ça doit être difficile quand même de revivre ça. C'est le même genou en plus. C'est le même genou, c'est la même blessure, sur à peu près la même action. Ouais, c'est pas facile parce que déjà sportivement l'année dernière ça s'était moyennement bien passé, on était descendu, donc j'avais vraiment à cœur de repartir sur une saison pleine et d'aider mon équipe à remonter le plus rapidement possible. Donc ouais, moralement c'est pas terrible, mais bon, je vais rapidement me remettre. Il faut que je me rééduque et que je pense à moi maintenant jusqu'à la fin de saison. Salut Bastien. Les blessures n'arrivent jamais au bon moment, mais elles sont souvent liées à un aspect aussi. Ça peut être un aspect psychologique ou peut-être physique. Est-ce que physiquement et psychologiquement, tu étais dans les meilleures conditions et c'est la faute à pas de chance ou c'est où il y a des petites il y avait peut-être des risques vu ton état? Ben, la première blessure, ouais, c'est vrai que j'étais fatigué. Psychologiquement, c'était pas terrible non plus. Donc, je pense que tout ça a fait que je me suis blessé à ce moment-là. Donc, ça, c'était début février. Mais sur la rechute, là, au mois de septembre, on va dire que je pense pas. J'ai suivi le protocole à la lettre de rééducation et de reprise. Après, c'est vrai qu'il y avait un protocole de reprise un peu plus light que ce que j'ai fait. J'aurais dû reprendre les matchs progressivement, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Et même par rapport à la situation de l'équipe, c'est vrai qu'on avait déjà perdu 2 matchs à la 3e journée. Donc voilà, le coach avait besoin de moi. Moi, je me sentais bien, j'avais aucune douleur, aucune gêne. Physiquement, je me sentais bien, j'avais fait la prépa entièrement. Donc, j'imaginais pas que ça pouvait relâcher à ce moment-là. Voilà, donc j'ai joué tout le match et dans les 3 dernières minutes, je crois, à la 57e, ça a repété. Ouais, Bastien, salut, c'est Mika. Déjà, bon courage pour la suite, pour ce qui arrive. Et j'aimerais savoir, moi, c'est toujours un peu difficile de rester proche du groupe quand on a une blessure comme ça de longue durée. Mais il y a eu beaucoup de changements cet été à Istres. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs et d'étrangers. Et je pense que c'est important qu'il reste des anciens un peu pour gérer un peu le groupe. Comment tu vas faire? Est-ce que tu vas essayer de rester quand même bien impliqué dans le groupe? Ouais, je vais faire le maximum pour rester avec eux. D'ici peu, je pense que je pourrai recommencer à faire la muscu. Donc, toute la partie musculation, je vais la reprendre avec eux. C'est vrai, je pense que tu as raison. Je pense que le groupe a besoin que les anciens un peu de l'équipe soient présents et essayent de les aider à s'intégrer. L'intégration se fait doucement, mais comme tu dis, on a changé beaucoup de joueurs, donc c'est pas encore top à ce niveau-là, que ce soit sur le terrain et en dehors. Maintenant, je pense que le groupe il est sain. Franchement, ils ont recruté des mecs qui sont de bons mecs. Donc voilà, moi j'avais vraiment à l'esprit de m'impliquer à fond dans cette vie de groupe. Bon, maintenant que je suis blessé, ça va être plus compliqué. Il faut que si je pense à moi, à ma rééducation, donc tout ça, ça va prendre du temps parce que c'est long, que je vais partir en centre de rééducation aussi. Mais je vais faire au maximum pour être là et les aider du mieux que je peux. J'avais entendu l'année dernière que le groupe avait un peu implosé en fin d'année. Est-ce qu'avec les recrues, tout ça,
vous êtes, enfin, je sais pas qui en voulait à qui ou comment ça s'était passé, mais est-ce que tout a été remis à plat et que c'est bon, c'est reparti pour la saison sans encombre? Ben, franchement, moi, j'ai vraiment cette impression-là, hein. Le groupe a beaucoup évolué. Bon, après, c'est vrai que l'entraîneur reste le même. Donc, certains joueurs étaient en conflit ouvert avec l'entraîneur. La plupart sont partis. D'autres sont encore là. Donc, c'est pas à 100% remis à plat. Mais bon, a priori, d'après le début, enfin, par rapport au début de saison que j'ai pu vivre avec eux, même dans des situations où sportivement ça se passait pas très bien parce qu'on n'a pas forcément montré du super handball, ben, le groupe est resté quand même soudé et ça a l'air d'aller. Maintenant, il faut voir comment ça évolue la situation si on n'arrive pas à la trêve avec un mauvais classement. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que tout le monde tire dans le même sens. Et oui, justement, Istres, on avait l'habitude, par son recrutement, de chercher un peu des jeunes ou des joueurs qui n'étaient peut-être pas trop utilisés à Montpellier ou dans les clubs avoisinants. Et là, on est parti sur une stratégie complètement différente avec beaucoup plus d'étrangers. Est-ce que c'était justement le passage obligatoire pour changer de cycle et vraiment partir sur autre chose alors? Je sais pas, en tout cas, c'est vrai que c'est une nouvelle politique du club. Ils ont tiré pas mal de leçons des dernières saisons, notamment de la saison dernière où on s'est un peu écroulé et on est descendu en D2. Donc il y a eu une grosse remise en question de la part déjà des joueurs, du staff, des dirigeants aussi. Ça a beaucoup évolué au sein du club. Il y a des gens qui sont arrivés pour apporter un peu du sang frais et des nouvelles idées. Donc je pense que ça vient de là, le fait de recruter différemment. Maintenant, est-ce qu'il fallait passer par là pour rebondir? Je sais pas. Je sais pas si le fait de tout modifier comme ça au niveau du recrutement, ça peut être qu'une bonne chose. Pour l'instant, on montre que c'est pas forcément terrible au niveau de ce début de championnat. Mais bon, ils ont recruté des bons joueurs. Il faut que la mayonnaise prenne maintenant et puis que tout le monde s'adapte à ce niveau de la deuxième division qui n'est pas forcément facile. Donc je pense que quand tout ça sera rentré dans l'ordre, après ça risque de pas mal tourner. Ouais. Donc les ambitions du club, c'est clairement la remontée directe? Ouais, c'est ça, ouais, direct. Alors le championnat semble quand même assez serré, hein, mis à part Nîmes et Mulhouse qui ont 22 points. 7 équipes se tiennent en 3 points. Il y a vraiment des postulants pour les playoffs cette année. Hein. Ouais, c'est serré. Mais nous, on espérait vraiment au début, pour pas vous mentir, on espérait terminer premier et ne pas faire les playoffs. Maintenant, bon, c'est vrai qu'en ayant perdu déjà 4 matchs au bout de 8 journées, ça va être hyper compliqué. Donc, on va tout faire pour déjà terminer dans les 5 premiers parce que c'est pas gagné. C'est vrai qu'il y a beaucoup de prétendants. Et il y a surtout beaucoup de bonnes équipes, parce que pour l'instant, franchement, on n'a pas joué de match facile. Toutes les équipes qu'on a eu à rencontrer, ça a été compliqué. Il y a toujours, les équipes sont prêtes tactiquement, collectivement, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Donc non, ça va être serré, ça va être compliqué. Ouais. Alors, est-ce que le club a prévu de prendre un joker médical pour vous remplacer? Alors, pour tout te dire, ils avaient déjà prévu de prendre quelqu'un avant que je me blesse. Ils étaient plus ou moins en contact avec le grec qui était chez nous l'année dernière, donc Balomenos. Apparemment, ça se complique pour le faire venir. Après, moi, je me suis blessé, donc a priori, il devrait faire venir quelqu'un rapidement. Mais je sais qu'il y a eu un joueur à l'essai récemment qui a pas fait l'affaire. Il cherche quelqu'un, mais c'est compliqué de concrétiser parce qu'il n'y a pas grand monde sur le marché d'intéressant. Et si c'est pour faire venir quelqu'un qui apporte pas forcément grand-chose, autant donner sa chance à un jeune du centre de formation, parce qu'on a un bon centre de formation qui tourne bien et qui forme de très bons jeunes. Donc voilà. Un demi-centre, je suis capable de dépanner hein, s'il y a besoin. Demi-centre. Pour la tête. Ils sont pas appelés encore, c'est que c'est pas top. On peut l'avoir en leasing. On peut avoir Benoît en leasing. Il se loue Benoît en ce moment. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors on va revenir un peu. C'est dommage parce que vous battez quand même Nîmes
qui est premier de ce championnat, et vous chutez à l'extérieur face à Vernon. Ça aurait été 2 points de bienvenue, hein, le dernier match quand même. Ouais, mais je sais pas. Alors, j'ai pas vu le match de Nîmes parce que c'est le jour où je me suis opéré, donc j'étais anesthésié à l'heure du match. Mais a priori, ils ont fait un super match. Excellent match. Après, le match de Vernon, je l'ai vu parce qu'il était diffusé sur Internet. Ben, encore une fois, défensivement, on est passé à travers. Et après c'est compliqué de marquer plus de 32 buts, je crois. On a pris 32 ou 33 buts. Donc, à l'extérieur, pour gagner un match, ça devient compliqué. Ouais, c'est sûr que ça aurait été super bien de gagner ce match-là, surtout que Vernon était sur une super dynamique, donc ça nous aurait freiné à eux aussi. Voilà, je pense qu'il faut se préparer pour le prochain match, et la saison va être compliquée, tous les matchs vont être accrochés, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Donc voilà, on verra bien. Alors, à titre personnel, Bastien, 13 ans à peu près, il me semble, si j'ai bien compté, 13 ans à Istres. C'est plus un choix de carrière ou un manque d'opportunités vers d'autres clubs? Bah, c'est un peu des deux, hein, parce que choix de carrière, c'est sûr que il y a eu des périodes où j'aurais pu partir, mais peut-être pas pour aller là où j'avais envie d'aller. Et puis les opportunités des clubs qui me faisaient envie ne sont jamais arrivées. Donc voilà, je suis toujours à Istres, mais je regrette rien. Je suis bien là où je suis. Alors c'est vrai que maintenant on est en deuxième division, mais c'est tombé un moment où moi je me suis aussi gravement blessé, donc 2 fois d'affilée. Donc voilà, c'est comme ça, il faut faire avec. Alors, on vient d'accueillir Sébastien Mangin, qui est notre spécialiste Pro D2. Bonsoir, Sébastien. Bonsoir. Moi, j'aurais une première question collective, vu qu'on a 1000 Istriens. Est-ce que vous avez un peu de nostalgie de cette époque de Istres, ou est-ce que vous êtes pleinement épanoui depuis et que vous regrettez rien de ce club? Bah, moi, si je peux commencer. En fait, je me suis souvent posé la question de savoir si je retrouverais un jour un club où je me suis senti aussi bien. Et à force de vieillir, je me suis toujours demandé si j'étais trop jeune pour ne pas voir, disons, les guerres de pouvoir qu'il pouvait y avoir dans les clubs, ou les côtés négatifs, disons, du handball, ou s'ils existaient à l'époque où j'étais à Istres, en fait, et que je ne les voyais pas parce que j'étais trop jeune. Mais en tous les cas, moi, c'est à l'heure actuelle, les 4 années que j'ai passées à Istres sont pour moi le meilleur souvenir handballistique que j'ai. Bastien, c'est pareil pour vous? Ben moi, oui, mais moi je suis pas parti, je suis toujours resté, donc forcément je peux pas trop en comparer. Après, c'est vrai que les choses ont évolué par rapport à la période où il y avait Seb, mais oui, c'est vrai que voilà, nous on est resté un petit club avec les bons et les mauvais côtés. Mais c'est vrai que voilà, humainement, je pense qu'on a vécu des choses pendant toutes les années où j'y étais. Super, que ce soit à la période où il y avait Seb, et puis après même avec Ben, on s'est régalé. Même maintenant, enfin c'est vrai que là depuis 1 an ou 2 c'est un peu plus galère parce que sportivement on galère vraiment, mais sinon à part ça, franchement il y a rien à redire. Benoît, t'as quelque chose peut-être à dire? Bien sûr, je suis passé 3 ans aussi dans ce club, donc moi c'était un peu plus compliqué. J'ai eu une période un peu plus difficile avec des petits conflits en interne. Voilà, ça a été un peu plus difficile que leurs belles années. Et donc, je suis un peu plus partagé par rapport à cette belle expérience. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai rencontré au niveau humain des super mecs avec qui j'ai encore de très bonnes relations, plus qu'au-delà du handball. Et c'est surtout ça que je veux garder. Au-delà de mon passage à Istres d'un point de vue sportif qui a été un peu chaotique. Donc moi c'est surtout sur les rencontres. J'ai vraiment rencontré des mecs vraiment super. J'avais un peu une mauvaise image du sudiste un peu superficiel, et j'ai trouvé vraiment des mecs avec plein de valeurs qui me correspondaient vraiment, et avec qui voilà, j'ai gardé de très bons contacts. C'est surtout sur ça que je veux garder cette période-là. Une très belle ville. Hein. Une très belle ville et un très beau Mistral. Alors,
Bastien, juste avant de passer à l'interview décalée, histoire de vous redonner un peu le sourire dans ces moments difficiles, vous êtes encore jeune hein, par rapport à Benoît, bien entendu. Mais après Ouais. votre carrière, après votre carrière, est-ce que vous resterez dans le handball ou alors est-ce que vous allez faire quelque chose de complètement différent? C'est possible que je resterai dans le hand. Je suis en train de passer mes diplômes pour entraîner. Du moins mes diplômes pour être animateur ou éducateur dans la mairie d'Istres. Après, voilà, ces diplômes me permettront aussi d'entraîner. Donc ouais, c'est possible que je reste dans le milieu du handball. Enfin, dans le sport, c'est sûr. Après, dans le handball, peut-être. Allez, on va passer à l'interview décalée, ça. Allez. C'est parti. Ce sont des petites questions sympathiques, Bastien, rien de méchant, hein, bien sûr. Ton meilleur et ton pire souvenir handballistique? Mon meilleur souvenir, Miami, 2009. C'est l'année où on gagne la Coupe de la Ligue. Et le pire, je vais dire, le pire, c'était c'était peut-être la deuxième blessure, là, fin septembre. C'était pas cool. Le club où tu aurais aimé jouer? Le club où j'aurais aimé jouer, je vais dire Allez, Montpellier. tu peux dire Tremblay, ouais. C'est bon. Tremblay, non. Montpellier. Le club où tu n'aurais jamais aimé jouer? Eh ben... Tu peux dire Tremblay aussi. Non, au début, il y en avait, mais après, c'est vrai que... Non, je sais pas. Franchement, peut-être... Ouais, Dunkerque, ça aurait été dur. Franchement. On croirait Michael Illes qui a adoré sa péripétie du côté de Dunkerque. Ouais, je confirme, c'est très beau comme ville. Il y a beaucoup de grands oiseaux avec des grandes ailes. Le joueur que tu préfères? Le joueur que je préfère... Non mais ça va le gêner là parce qu'il va dire mon nom donc c'est... Soyons fous. Non, je vais dire. Dis-le que t'as son poster. Non, Stefanovic. J'ai bien aimé le voir jouer pendant toutes les saisons qu'il a passées à Montpellier et à Tremblay. Le joueur que tu détestes? Que je déteste? Oh, je déteste. Non, détester, non. C'est un bien grand mot quand même. Non, il n'y a pas de joueur que je déteste. Allez, envoie, tu joues plus en LNH, vas-y, balance. Non, mais il n'y en a pas, les joueurs que je déteste. Non, on leur dira pas. Il y a des têtes de con sur le terrain, mais après... Non, franchement, non, je déteste, non. Après, il y a des mecs que j'aime pas parce que sur le terrain, c'est des têtes de con. Mais bon, quand tu regardes un peu plus près en dehors... Non, il n'y a pas, franchement... Ça suffit, on s'en accommode. Non, ils nous écoutent pas, de toute façon, il n'y a pas de souci, donc... Tu Pas peux de te dire. Ouais. Michael Illes ou Benoît Perabou? Je connais un peu plus Benoît, beaucoup plus Benoît. C'est devenu mon ami, donc je vais dire Benoît, même si j'aime bien Mika. Hein, mais... Tout ça parce qu'il a pas réussi à démarrer mon AX. Pour la petite histoire, j'avais perdu mes clés, il a essayé de la démarrer avec les câbles, mais il n'a pas réussi. Ça n'avait pas marché. Là. T'aurais pu. C'est bien que tu mettes un peu plus de conviction quand tu me choisis là. J'ai l'impression que c'est par défaut. Par défaut. Non, mais j'ai. Non. C'est sincère. On aurait même pu rajouter Sébastien Mangin dans le duo. Ça aurait été trop facile. Ouais. Non, moi j'ai pas d'AX qui démarre avec les fils, alors que Ben aussi il en a une qui démarre avec les fils. C'est vrai. Ça démarre avec la manivelle. Bon, bah. Alors, vous avez compris. Très bon. Acheter des AX, hein, ça marche pas mal, il n'y a pas besoin de clé. Allez, et tu peux enlever le moteur avec les bras en plus. Istres ou Montpellier? Istres. RMC ou RTS? RTS. Ah, magnifique. Et la petite phrase que tous nos invités ont la gentillesse de dire pour nous, je vais essayer de le dire avec le bon accent. Alors, ici Bastien Sismindo, bienvenue sur Radio Talk Sport. Il y a un truc que t'as pas dit avec le bon accent. Ça, il faut que je le dise, ça? Ouais. Ah, d'accord. Alors, ici Bastien Sismondo, bienvenue sur Talk Sport. Radio Talk Sport. Radio Talk Sport.
C'est L'anglais et moi, hein, ça fait... c'est parfait, Bastien. Et sachez que vous avez pas mal de messages de soutien de nos auditeurs. C'est gentil, hein. Et on espère vous voir rapidement sur le terrain. Portez-vous bien et soignez-vous bien surtout. C'est sympa, ouais. Merci, et puis à la prochaine, j'espère. À la prochaine, Bastien. Merci Babaz, bon courage. Ciao, merci. Allez, bisous, bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao. Merci Bastien, c'était Bastien Sismondo. On a pris un peu de ses nouvelles sur son état de santé. On espère le revoir assez rapidement. Et puis maintenant, on passe avec Sébastien Mangin à la Pro D2. On va commencer comme d'habitude. J'ai envie de dire depuis quelques semaines, hein, la belle victoire de Chartres, Sébastien. Oui. Donc Ouais, tout à fait. troisième victoire consécutive me semble-t-il face à Ponton Courbon ça. en plus. Ouais, c'est ça. Bah, on a été gagné à Ponto, notre deuxième victoire à l'extérieur. Mais pourtant, ça a été compliqué. Un petit peu comme à Nancy, hein, on a été mené de 5 buts, sauf que là, 2 fois dans la partie, en première et en deuxième mi-temps. Et puis bon, je serais tenté de dire qu'ils nous ont quand même un petit peu aidés dans les 10 dernières minutes, parce que c'est pas uniquement sur notre talent qu'on a réussi à... Je dis bien pas uniquement, hein, sur notre talent qu'on a réussi à gagner ce match, mais ils ont quand même lâché pas mal de ballons et nos gardiens ont fait le reste derrière en les faisant douter. Donc, du coup, dans les dernières minutes, on a su passer devant définitivement. Mais je pense que la force de Chartres sur ce match-là, c'est de n'avoir rien lâché en première mi-temps comme en deuxième mi-temps. Même à 5 buts de déficit, on est toujours resté dedans. Et je pense que Ponto, ils ont un petit peu craqué sur la fin de se dire bon, ils vont encore revenir une fois de plus. Et effectivement, on est revenu dans la partie. Et donc, je pense qu'ils se sont effondrés autant physiquement que moralement sur cette fin de match. Alors il y a une petite trêve internationale, mais c'est tout bénef pour Chartres qui va avoir un gros match face à Nîmes, hein, le 10, je crois. C'est ça, ouais, dans 15 jours. Donc match difficile. Chartres s'impose, c'est nickel. Et pour ceux qui sont en tête du championnat, Nîmes qui recevait Valence, qui s'impose 32 à 20. Juste, je voulais revenir un peu sur ce match-là parce que j'ai eu la chance de pouvoir le voir et j'avais chambré un peu Seb la semaine dernière et là il a fait un match de très grande qualité. Il a été vraiment au charbon, à son image. Bien plus performant que lors de sa dernière sortie. Il a pris 3 cravates dans le match. S'il a pas pris 3 cravates, au moins, il a mis la tête. Hein. Donc voilà, j'étais plus pour souligner une performance encourageante par rapport à son état actuel. Il reste du boulot. Certes. Et quant à Sébastien Ostertag, il n'a pas joué ce match-là, je crois. Non, malheureusement, ces pépins musculaires s'enchaînent un petit peu. Il s'est refait mal lundi dernier sur un travail de course. Bon, alors c'est pas très très grave, hein, parce qu'il a eu, je dirais, que 10 jours d'arrêt. Mais c'est plus l'enchaînement qui est compliqué maintenant pour lui à gérer, je dirais, au niveau mental. Parce que du coup, il a l'impression de pouvoir revenir. Et puis derrière, il se refait des petits accidents musculaires, hein, rien de grave. Mais bon, qui l'empêche de s'entraîner pendant là 10 jours. Et donc, c'est un petit peu compliqué au niveau du moral. Donc, on essaye de le soutenir. J'espère que sa famille, tout ça, essaye de lui filer un petit coup de main en ce moment parce que je pense que c'est pas facile pour lui, quoi. Ouais, j'imagine que ça doit être compliqué. Et puis, on pense bien fort à lui. Nîmes, donc, je le disais, s'est imposé assez facilement face à Valence, 32 à 25. Ouais, effectivement, on avait prévenu un petit peu la semaine dernière Valence que ça risquait d'être compliqué, parce qu'on se doutait que Nîmes allait réagir après sa défaite à Istres, et ils l'ont fait face au promu Valence. La tâche paraissait quand même compliquée pour cette vaillante équipe de Dromoise, surtout avec seulement 7 arrêts de gardien sur le match. Même si ces deux équipes ont à peu près le même profil de jeu, basé sur la solidarité, la dureté défensive. Il n'en demeure pas moins que l'année dernière encore, il y avait 2 divisions d'écart entre ces deux équipes. Et donc ça s'est un petit peu ressenti sur ce match. Mais je pense que les objectifs fixés en début de saison par les différents clubs seront respectés et qu'il y aura l'année prochaine finalement qu'une seule division d'écart entre Nîmes et Valence. Nîmes qui reprend la première place du championnat. Pourquoi ? Parce que Mulhouse, et ça c'est un peu la surprise de cette 8e journée, s'est incliné à domicile face à Angers, 28 à 32. Super perf d'Angers.
Ouais, effectivement, ouais. Alors Mulhouse subit sa première défaite de la saison et voit Nîmes, comme tu le disais, revenir à sa hauteur en tête du classement de la Pro D2. Ils ont finalement eu cette fameuse décompression dont on parlait la semaine dernière due au retour de leurs suspendus. Mais quelle décompression, parce que ils n'ont pas, en fait, ils n'ont pas vu le jour face à Angers, hein. Ils finissent à 4 buts d'écart, mais ils ont été menés de 9 buts. Ils ont accumulé les tirs ratés. Ils ont même pris des sanctions pour 2 minutes sur contestation, quelques engueulades, enfin tout y est passé. Tous ces signes de frustration prouvent que cette équipe n'avait pas l'habitude de perdre et que cette fois-ci, elle n'avait pas mis les ingrédients pour vaincre. Alors, à signaler quand même un non-match de leur gardien et de leur meneur de jeu Iguiri, peut-être une piste à explorer pour leurs futurs adversaires. Bon, ceci dit, il ne faut pas non plus retirer tous les honneurs du vainqueur, Angers, qui prouve une fois de plus qu'ils ont un gros potentiel, même s'ils fonctionnent un petit peu en courant alternatif. Alors Mulhouse, c'est quoi? Ils se sont vus trop beaux, c'est ça? Non, je pense pas. Je pense que ils ont eu le retour de Jean Zéphirin et d'Olivier Alfred, donc ils se sont préparés, disons, à un début de saison difficile en se disant qu'ils n'allaient pas être au complet. Le retour de leurs 2 suspendus s'est fait sur un match à l'extérieur, donc disons la pression était toujours là. Et puis là, sur un match à domicile contre Angers qui venait d'en prendre une bonne contre Vernon, bah effectivement, ils ont peut-être dû se relâcher un petit peu. Et puis, comme on disait, ce championnat de Pro D2, il est rude, il est difficile. Il faut toujours mettre la tête, parce que si on la met pas, ben on le paye cash. Et là, ils l'ont payé cash avec une défaite contre Angers à la maison. Ouais, effectivement, hein. Donc belle perf d'Angers. Troisième du classement à l'heure actuelle, Dijon s'est imposé face à Massy 24-23. C'est la chute libre pour Massy, hein, qui n'y arrive plus à gagner après un début de championnat tonitruant. Ouais, je ne serais pas aussi sévère avec Massy quand même, parce que bon, là, Dijon remporte le match et du coup, ils reprennent effectivement la 3e place, mais il ne faut pas perdre de vue que Massy devait évoluer en N1 l'année dernière, qu'ils ont fait effectivement un début de saison assez intéressant. Mais Dijon, c'est quand même une grosse cylindrée. Donc, puis c'était quand même un match engagé, on le voit au niveau du score. Et notamment, ce match est marqué par un duel d'anciens coéquipiers, à savoir Kreis et Stojinovic, qui évoluaient tous les deux dans la cage de Dijon l'année dernière. Et c'est le Serbe qui s'impose avec 19 arrêts et 3 points dans l'escarcelle. Le score témoigne aussi de ce duel prolifique entre gardiens. Même si Massy a mené de 3 buts à un quart d'heure de la fin, ce sont les locaux qui ont fait le plus preuve de maîtrise sur la fin de match. Comme je le disais précédemment, Massy démontre quand même que malgré la défaite, ils seront capables de batailler avec les grosses cylindrées de la Pro D2 cette saison. Et je les vois bien quand même se battre pour une place de barragiste. Ouais, pour une place en play-off du côté d'Istres, on l'a vu, on l'a dit tout à l'heure, ils se sont inclinés face à Vernon, et Vernon qui 4e, qui quand même, après un début de championnat plutôt difficile, arrive bien à relever la tête. Ouais, bah, je pense qu'ils ont trouvé la bonne carburation. Ils sont sur une série de 5 matchs sans défaite. Ouais. Et donc c'est l'équipe en forme du moment, toujours emmenée par les mêmes joueurs, Quintalé, Martilly, Gérard et consorts, une bonne paire de gardiens. Cette équipe commence à faire peur à tout le monde. Là, leur paire de gardiens, ils font 19 arrêts cumulés à eux deux sur ce match. À noter tout de même qu'ils tournent surtout avec 7 joueurs, donc peut-être faire attention à la fatigue, parce que c'est une équipe qui tourne avec les mêmes joueurs. On voit peu de statistiques en fait pour les autres joueurs qui composent cette équipe, donc peut-être un petit trou d'air à un moment donné, vu que ce sont toujours les mêmes joueurs qui jouent. En revanche, Istres n'y arrive pas vraiment. Enfin, ça marche en courant alternatif. Malgré un Jordan Perrono à 9 buts, les sudistes subissent leur 4e défaite. Et leur bilan comptable est bien loin de celui que pouvait espérer leur président Louis Morales en début de saison. Alors il y a une autre équipe qui fait quand même une bonne perf à l'extérieur et qui du coup n'est plus lanterne rouge de ce championnat. C'est Gonfreville qui va s'imposer à Nancy 25 à 27. Sacré perf du promu. Ouais, effectivement. Alors Nancy s'incline à domicile face à Gonfreville dans ce duel de mal classé. On en avait parlé la semaine dernière. Et enchaîne donc sa 5e défaite consécutive. Donc à l'inverse de Vernon qui a enchaîné 5 victoires, là Nancy enchaîne sa 5e défaite d'affilée. Le match a été marqué par les erreurs successives des Nancéens, écrasé par la pression de ce match, et qui a donc permis aux Normands de rester au contact tout le match et je pense à l'affût sur une fin de match serrée. Le gardien Perisic a multiplié une fois de plus les parades décisives et a permis cette fois-ci à son équipe de gagner son premier match. Ça avait été un petit peu en vain lors des précédentes rencontres.
Mention spéciale à Soltan, une fois de plus, hein. Donc ce joueur, honnêtement, moi je le connais pas, donc j'ai hâte de jouer contre Gonfreville pour voir comment il fonctionne. Il affole les compteurs, il a encore fait un 8 sur 10, donc j'ai pas pu m'empêcher de le mettre dans le set de la semaine sur cette semaine. Là, je l'ai mis sur la position d'arrière droit parce qu'il y avait aussi Décoda à Besançon qui a brillé. Donc, je voulais quand même saluer ses bonnes performances à répétition. Par contre, Nancy n'est plus qu'à 1 point du premier relégable et ça sent la crise en Lorraine car ils ont déjà recruté un joker. Et donc, je pense que maintenant, la solution doit venir du groupe parce que quelque part, le club a fait son taf. Ouais, ça va être compliqué pour Nancy. Donc Gonfreville qui est le plus dernier et c'est Semur qui s'empare de cette 14e place. Défaite à Besançon, 33-27. Ouais, bah, effectivement, c'était le deuxième duel de bas de tableau. Besançon s'impose, mais a dû batailler tout le match pour préserver son avance. Grâce à une belle deuxième période de son gardien Thirion qui fait 15 arrêts, les joueurs de Besançon l'emportent et s'extirpent de la zone rouge. En revanche, Semur s'enfonce malgré les efforts répétés de Sarr et de DeWitt, 16 buts à eux deux. Mais Semur est bon dernier et accuse déjà un retard de 2 points sur l'avant-dernier et 3 points sur le premier non relégable. Donc ça s'annonce compliqué, surtout que leurs joueurs, entre guillemets, stars comme Sarr et DeWitt commencent à s'essouffler et c'est ce qui fait que sur les fins de match, ils prennent l'eau. Ouais. Ah, ça va, 3 points sur les premiers non relégables, c'est pas la catastrophe non plus. Bah, le problème, c'est qu'ils n'ont pas gagné un match, donc c'est sûr que... Et nous non plus. Et alors Si, vous avez un petit point du match nul, donc vous n'êtes pas dans la même situation. Et surtout que Semur reçoit Dijon la semaine prochaine, donc ça va être compliqué encore sur ce match-là pour prendre des points. Ouais, en plus, là, Semur-Dijon, ça c'est un bon duel de bourguignon. Ça sent le pinot noir, ça, Ben. Hein. Et puis, autre match important, on l'a dit, Chartres-Nîmes, Massy-Mulhouse, c'est pareil, ça va être important pour Massy de renouer avec la victoire. Ouais, ils reçoivent, donc ils seront dans de meilleures dispositions, je pense, chez eux. Ils sont assez difficiles à manœuvrer. Ils ont une nouvelle possibilité en fait de s'étalonner face à une grosse cylindrée. Donc, à eux de le prouver. Et par contre, Mulhouse, on attend une réaction de leur part après leur première défaite. On va voir un peu comment ça va prendre tout ça. Au classement, ça fait Nîmes qui reprend cette première place à Mulhouse, mais égalité de points, 22 points chacun. Dijon 3e, et après il y a Vernon, Chartres, Massy, Angers, Istres, Ponteau-Combo qui se tiennent tout ça en 2 points. Donc autant dire que c'est super serré quand même. Besançon est à 4 points de Vernon qui est 4e. Et puis on a dit Nancy, Gonfreville, Semur. Surtout Semur qui n'a toujours aucun point au compteur. Ça va être compliqué pour ces équipes-là. Donc je pense qu'on a été complet là-dessus, Sébastien. Ouais, je veux juste finir sur la présentation de quelques matchs. Donc, on a parlé de Chartres-Nîmes, Angers-Nancy. Donc, Angers qui va tenter de confirmer sa bonne performance à Mulhouse. Nancy, c'est peut-être l'occasion pour eux d'avoir un petit sursaut d'orgueil. Et comme on a vu qu'ils n'ont pas été capables de supporter la pression à domicile contre Gonfreville, c'est peut-être le moment à l'extérieur, libéré de la pression de son public, de prouver qu'ils peuvent gagner un match après cette série difficile. Gonfreville-Ponto, pourquoi pas enchaîner pour les Normands, ils sont à domicile, ils ont perdu de peu généralement chez eux, donc je pense qu'ils ont la possibilité d'embêter Ponto. Valence-Vernon, Vernon seront-ils capables d'aller dans la Drôme enchaîner sur une 6e victoire consécutive? Et enfin, Istres-Besançon, je serais tenté de dire attention Istres, parce que là, s'ils perdent à domicile contre Besançon, ça sent pas très bon. Ouais. Ça va être compliqué pour ces équipes-là. A-t-on Benoît, Sébastien, si tu as eu le temps de le faire, la sélection de la JPH concernant c'est parfait. On te laisse la parole pour la Pro D2. Effectivement. Donc, j'ai malheureusement pas trop de winners dans cette équipe parce qu'il y a quand même, j'ai trouvé des bonnes stats et apparemment des bons matchs de certains joueurs, mais ils n'ont pas tous gagné. Donc Gomis sur l'aile gauche qui fait un joli 6 sur 9, donc l'Istréen. DeWitt de Semur qui fait 8 sur 10, donc sur la position d'arrière gauche. Il s'est démené mais n'a pu éviter la défaite de son équipe.
C'est un peu le même cas pour Jordan Perrono qui fait un joli 9 sur 12 sur le poste de demi-centre. Il a évolué un petit peu à gauche aussi, mais il a commencé demi-centre. Cédric Jonot au poste de pivot de Mulhouse qui fait 5 sur 7. Ensuite j'ai que des vainqueurs. Donc Nebojša Stojinovic, comme on le disait tout à l'heure, qui a fait 19 arrêts, donc le gardien de Dijon qui a permis à son équipe de s'imposer contre Massy. J'ai mis Soltan arrière droit, mais il évolue aussi à l'aile. Donc qui fait 8 sur 10 et qui permet à Gonfreville de s'imposer à Nancy. Et enfin, Descodin de Besançon qui fait un joli 7 sur 9. Et puis pour la LNH. Pour la LNH, donc c'est pas en exclu, puisque le 7 était sorti jeudi, puisque la journée de championnat a eu lieu mercredi en raison des matchs de Coupe de la Ligue ce week-end. Donc LNH, donc je vous la rappelle, à l'aile gauche Onroubia, arrière gauche Minel, demi-centre Nadji, arrière droit Brief, ailier droit